Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. J'avais très envie d'échanger avec Philippe car je savais qu'il avait passé plusieurs années en classe unique, donc avec des enfants entre 3 et 11 ans. Et à une période, je me suis beaucoup intéressée aux travaux de Bernard Collot, les écoles du troisième type. Donc j'avais envie d'échanger avec lui. Comme vous le savez, sur ce podcast, je ne me limite pas seulement à la pédagogie Montessori. Voilà, j'ai vraiment envie d'élargir et d'échanger avec des personnes qui contribuent elles aussi à développer le plein potentiel des enfants. Donc vous allez pouvoir découvrir ce qu'est une école du troisième type, alors premier, deuxième, troisième type. On a abordé plusieurs sujets et ce que j'aime beaucoup avec Philippe, c'est qu'il prend le temps de répondre et d'aller vraiment en profondeur. Donc il y a plein de questions que je n'ai pas pu lui poser, mais voilà, ne vous inquiétez pas, on a prévu un deuxième podcast dans quelques semaines ensemble. Et vous allez déjà pouvoir savourer celui-ci et je laisse place à ma conversation avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Céline. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. J'avais envie en fait de t'avoir sur le podcast pour que tu puisses nous parler de ton expérience. On a quelques points communs. Tu as été, si je me voilà, tu peux peut-être tu préfères te présenter ou tu commences par nous dire un petit peu qui tu es? Eh bien, au départ, j'étais ingénieur et puis le travail me plaisait bien, mais pour donner du sens à ma vie, je me suis tourné vers quelque chose qui me passionnait davantage, c'était l'éducation. Voilà, et donc je suis rentré dans l'éducation nationale où j'ai travaillé pendant 18 ans et me voilà depuis 3 ans en dispo. D'accord. Et pendant ces 18 années, alors déjà, pourquoi tu as fait le choix de prendre une disponibilité après 18 ans de carrière? Donc j'ai travaillé pendant 12 ans dans une école à 4 classes qui est devenue à 5 classes, où on a réussi à mettre un système avec des classes multi-âges. Donc voilà, on a pu bien avancer. Puis après, à un moment donné, j'ai voulu aller plus loin, avoir davantage d'hétérogénéité. J'ai choisi d'aller dans une classe unique. Donc j'ai pu explorer d'autres choses, aller plus loin, avoir les maternelles, avoir les CP, donc avoir des enfants âgés entre 3 et 11 ans. Et donc ça a été au-delà de ce que je pouvais imaginer de mieux et donc du coup j'étais super bien dans cette école où je suis resté 5 ans, puis l'école a fermé tout simplement. Et après je voyais plus où je pouvais aller. Ah oui. C'était pas possible de retrouver une autre école en France avec des enfants de 3 à 11 ans mélangés? J'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup. En France, si, il en restait dans la Drôme, dans la Creuse, en Ardèche, voilà. Mais moi j'étais dans le Rhône et il ne restait plus que 2 classes uniques. Oui, donc tu n'avais pas forcément envie de partir à l'autre bout de la France pour continuer de travailler en classe unique. Non, parce que déjà j'avais dû déménager pour aller dans cette classe unique dans le Rhône, puisque j'étais de l'Inde. Donc ça n'avait pas été facile d'un point de vue personnel avec mes enfants, donc j'avais pas envie de m'éloigner de nouveau. Et puis il y avait toujours la problématique, parce que ça n'a pas non plus été rose, ça a été agréable pour moi, pour les enfants, mais au sein de l'éducation nationale, on rencontre inévitablement des problèmes avec certains parents. Et donc redémarrer une 3e fois une école pour pouvoir vivre ce que j'avais réussi à vivre les dernières années, plus le déménagement, plus une vie ailleurs, ça faisait beaucoup de difficultés, beaucoup de sacrifices pour me lancer dans cette nouvelle aventure. Donc j'ai préféré me tourner vers les écoles alternatives privées hors contrat. D'accord. Donc si tu veux bien, on va revenir sur ton parcours en classe unique. Est-ce qu'au tout départ, tes premières années, c'était un choix ou est-ce que tu t'es retrouvé dans une classe? Tu as dit au tout début, c'était pas 3-11 ans, c'était tes premières années, c'était j'ai commencé avec un CE1, CE2. Voilà, un double niveau. Dans une école où il y avait 4 classes. Il y a une école, incluant la maternelle, il y avait 4 classes. Petite section, moyenne section, grande section CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Et puis moi, je suis arrivé, c'était sur le poste CE1, CE2. Ça m'allait bien parce que du coup, je me suis dit que c'était des niveaux
sur lesquels il n'y avait pas énormément de pression, et donc du coup, je pouvais expérimenter. Parce que je n'imaginais même pas, de toute façon, je ne savais même pas faire de l'école traditionnelle, et je n'avais pas changé de métier pour suivre du bled, par exemple. Non. Je ne savais pas faire et je ne voulais pas ça, quoi. Oui, mais pendant ta formation, du coup, tu as quand même été formé, tu t'étais pas... Enfin, pendant la formation, on nous ouvre pas à d'autres façons de travailler. Donc... On nous a ouvert à quelque chose qui était quand même différent. C'est pour ça que quand on me disait, quand tu sais pas comment faire, tu fais du classique. Oui, mais le classique, tu le voyais plus à l'UFM et tu voyais pas quelque chose qui me convenait, puisque du coup, on forçait en fait les personnes, puisque nous, on était aussi en situation d'apprenant, à travailler sur un sujet. Donc, l'adulte tentait de nous motiver, mais nous, on n'était pas forcément plus motivés. Du coup, on n'était pas non plus tranquille, on était obligé de faire avec d'autres, de présenter. Bon, ça me paraissait bien artificiel et surtout, ça ne venait pas de moi, quoi. Donc, du coup, la formation ne m'a pas convenu. Je me suis rapproché très vite, même avant ma formation, j'étais inscrit sur les listes Freinet. Et du coup, je m'enrichissais davantage des échanges qu'il y avait sur cette liste. D'accord. Et donc, comment tu as fait pour t'occuper justement de ces enfants, sachant que la pédagogie traditionnelle ne te correspondait pas? Vers quoi tu t'es tourné? Vers la pédagogie Freinet au départ ou d'autres pédagogies? L'une des raisons pour lesquelles j'ai changé de métier, ça a été l'envoyé spécial que j'ai vu en 1995 sur la rentrée des instits. Et l'émission s'appelait Vive les instits, émission dans laquelle on voyait deux instits très opposés. D'un côté, Bernard Collot dans une classe unique et de l'autre, un instit qui avait la blouse grise et qui apprenait la Marseillaise à ses enfants, qui changeait ses chiffres dans son manuel maths parce qu'il prenait des problèmes mathématiques de manuel hyper ancien. Enfin voilà, donc il y avait une opposition. Et quand je voyais la classe de Bernard Collot, je dis voilà, c'est ça. Oui, c'est évident, quoi. C'est vers ça qu'il faut tendre. Puisque moi, au cours de ma scolarité, j'étais en réussite tout le temps. En fait, je savais ce que les profs attendaient, donc je leur donnais. Et je ne comprenais pas pourquoi les profs et pourquoi le système fonctionnait comme ça et qui créait des échecs que je voyais à travers les copains. Autour de moi, je voyais l'absurdité notamment lorsque les profs répétaient ce qu'ils avaient déjà dit, en pensant que l'enfant n'avait pas entendu. Mais en fait, si. Il avait... notamment au collège, les collèges, oui, si, ils avaient bien entendu, comme moi. Je vois pas pourquoi ils répétaient la même chose. Au contraire, ça ancrait encore plus l'échec, quoi. Et donc, je me rendais compte au collège que les enfants, étaient, ils intégraient leur échec et du coup, petit à petit, ils allaient penser qu'ils n'étaient pas capables. Et ça, c'était très perturbant et je me suis dit, mais c'est pas possible, mais pourquoi ils font comme ça? Donc voilà, donc quand j'ai vu après la classe de Bernard, plus tard, je me dis, voilà, un chemin qui me paraît évident. Puis ça correspondait aussi à une époque où ma femme qui était dans l'enseignement, du coup je découvrais les nouveaux textes et on parlait de nouvelle loi d'orientation avec l'enfant au centre des apprentissages. Alors je me suis dit, du coup il y a moyen de faire autrement. Il y a moyen de faire autre chose. Et quand j'ai vu ce reportage, je me dis, allez, du coup pourquoi pas l'éducation, parce que l'éducation me plaisait, mais pourquoi pas aller dans le primaire? Parce que je pensais changer de métier et pourquoi pas aller dans le primaire. Voilà, et donc du coup j'y suis rentré. Donc j'ai cherché la première chose, c'est que je me suis rapproché des CREPS, qui a été créé par Bernard Collot, c'est CREPS, ça veut dire centre avec un S, centre de recherche des petites structures de la communication,
Donc c'est un courant au sein du mouvement Freinet qui prenait la communication comme moyen pour motiver et donner du sens, pour motiver les enfants et donner du sens aux apprentissages. Donc la première chose que j'ai fait quand j'ai demandé une école à la sortie de ma formation, ça a été de chercher une école qui, dans une classe dans laquelle il y avait une prise téléphonique. Et donc j'appelais, alors prise téléphonique et multi-âge. Déjà j'avais une envie de travailler avec des enfants d'âge différents, ça me paraissait déjà aberrant de mettre des enfants du même âge dans une même classe. Donc je cherchais du multi-âge, donc puisque les postes que peu de personnes voulaient, donc ça c'était du coup assez facile de trouver. Mais la première question que je posais, c'était est-ce qu'il y a une prise téléphonique dans la classe pour pouvoir brancher le Minitel à l'époque, hein, on est en 1999, 98 même, voilà, pour faire fonctionner le réseau Marel sur Minitel qui avait été créé par Bernard Collot au sein des Crêpes. D'accord, donc en fait vous vous serviez du Minitel pour correspondre entre classes, c'est ça? Voilà, donc voilà, c'est l'origine des listes de diffusion, c'est-à-dire qu'une classe écrivait sur l'espace Marel et tous les autres recevaient le message. Et pouvaient ou pas répondre, n'étaient pas obligés de répondre. C'est le principe de la liste de diffusion. Et donc aujourd'hui, c'est Arbuste, tu as créé Arbuste en fait, c'est ça? C'est un peu le même principe, sauf qu'avec les moyens modernes d'aujourd'hui, quoi. Oui et non. En fait, l'arrivée d'Internet a perturbé ce réseau qui fonctionnait super bien sur Minitel et pour des raisons techniques, technologiques différentes, du coup, ça n'avait plus le même effet. Avant, on avait l'imprimante à listing et donc on imprimait le listing des messages qui prenaient pas de place, on l'affichait sur la porte d'entrée de la classe, par exemple, et puis lorsque les enfants arrivaient le matin, ils lisaient les messages et hop, ils pouvaient rebondir sur certains messages. Et l'arrivée d'Internet a a déboussolé un petit peu l'organisation des classes et on a mis un certain temps avant de s'adapter. Et du coup, effectivement, avec un copain, on a créé Arbuste pour d'une part résoudre ce problème parce qu'on n'arrivait pas à être aussi efficace qu'avant, parce que la boîte aux lettres, la boîte mail remplaçait la messagerie sur le Minitel, mais du coup c'était moins efficace. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, hein. Et puis on a cherché aussi à résoudre la problématique des journaux scolaires, parce que évidemment, donc du coup on élaborait des journaux scolaires, on les échangeait, mais mine de rien, au-delà de l'aspect vitrine, l'aspect vitrine, donner du sens aussi, les enfants étaient bien entendu contents, mais en termes d'efficacité, on constatait quand même partout, dans toutes les classes qui utilisaient les journaux scolaires, que les journaux étaient lus ou rapidement lus ou peu lus, et surtout, il y avait très peu d'interactions. Souvent, les journaux scolaires restaient dans la bibliothèque de la classe, quand il y en avait une, mais bon, nous c'était le cas, mais bon, voilà, ça rebondissait pas beaucoup. Et donc, on a beaucoup réfléchi là-dessus, et on a inventé un mot qui s'appelle, maintenant qui est beaucoup utilisé, c'est le mot pagette. Je me rappelle, on était 4 dans un restaurant en disant, mais le problème des journaux scolaires, on les lit pas, mais pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs pages, parce que c'est pas pratique, etc. En fait, il faudrait l'afficher, que ce soit sur Internet, sur nos sites d'école, mais aussi sur le mur de la classe, que l'enfant puisse le voir rapidement, le lire, puis repasser devant plusieurs fois, etc. Donc du coup, on s'est dit, il faut faire des journaux scolaires d'une seule page. Et on a inventé le terme pagette. La pagette, c'est un journal scolaire d'une seule page. Et l'avantage de la pagette aussi, c'est que tu peux la numériser et la mettre sur une page d'un site d'école. Et en un clic, tac, sur l'écran, tu vois le journal. Voilà, donc faciliter la lecture et puis permettre les interactions en pouvant déposer des commentaires. Donc du coup, on a élaboré un outil qui s'appelait Pagette à l'époque, c'est l'ancêtre d'Arbuste, et plus tard, effectivement, on a créé un outil plus global qui incluait les pagettes, qui incluait la correspondance
et qui incluait aussi le concept des arbres de connaissances, méthode alternative pour tout ce qui concerne l'évaluation. D'ailleurs, ça a été un de mes premiers travaux, un de mes premiers projets, ça a été le concept des arbres de connaissances que j'ai rencontré, enfin que j'ai connu lors de mon année de formation à l'IUFM. Donc au moins cette année m'aura servi au moins à ça, la prof de philo qui m'avait fait connaître ce concept des arbres de connaissances de Michel Authier. Et petit à petit, Bernard Collot travaillait déjà dessus et très rapidement, j'ai intégré l'équipe au sein des CREPS pour travailler dessus. Voilà. D'accord. Et pour donc d'entrée de jeu, on peut pas dire que je suis parti de manière classique, pas du tout. D'abord, je savais même pas faire. Mais non, je suis parti, Freinet, je crois, disait, il faut pas lâcher les mains tant qu'on n'a pas les pieds par terre, ou quelque chose comme ça. Mais bon, ça, je l'ai lu bien plus tard, et je pensais pas, moi, en étant ingénieur, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Et donc, du coup, moi, je me suis lancé dans, évidemment, la communication, pas de notes, pas de punition, concept des arbres de connaissances, journal scolaire, quoi de neuf, enfin, tout ça, c'était pour moi évident qu'on allait commencer comme avec ces pratiques dès ma première année, quoi. Et j'avais un cycle 3. Donc, oui. La première année, j'avais un cycle 3 et c'est à partir de la deuxième année que j'ai intégré cette école à 4 classes, qui est devenue 5 classes où je suis resté 12 ans. D'accord. Et quand tu as été, on va dire en admiration devant le reportage avec Bernard Collot, est-ce que tu as cherché à le rencontrer pour te former auprès de lui? Comment ça s'est passé? Non, parce que quand je l'ai vu, ce reportage, ça m'a juste fait tilt. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller dans le primaire? Parce que là, au moins, il présente une piste qui est intéressante. Mais à ce moment-là, je pensais à peine changer de métier. Et si je changeais de métier, ça aurait été pour faire prof à l'IUT ou je pensais même passer l'agrégation de génie électrique. Voilà, donc c'était pas ce moment. Plus tard, à l'UFM, ce prof de philo qui était la seule personne qui montrait des possibilités différentes en termes d'éducation, qui avait un grand réseau, l'avait fait venir à l'UFM. Donc je l'ai rencontré la première fois à l'UFM à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Je me suis inscrit sur la liste de diffusion pour travailler sur les arbres de connaissances, donc avec lui, puisque c'est lui qui l'avait lancé. Et là, comme je me suis beaucoup investi, on était 4-5, mais donc du coup, j'écrivais, je travaillais beaucoup sur ce sujet. Et un jour, il m'a appelé. Il m'a appelé en me disant, comme ça, ouais, salut, est-ce que tu veux bingo? Est-ce que tu veux Jingo? Voilà, comme ça. Et ça a été hallucinant parce que cet appel, c'était Bernard Collot qui m'appelait, quoi. Il était, voilà, et moi je débutais. Et il se plaçait d'égal à égal, ce qu'il a toujours fait. C'est-à-dire que moi je débute et que lui était à la retraite, qui avait passé 40 ans dans l'éducation nationale, etc. On était en recherche l'un et l'autre et il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Enfin, voilà, et ça a été assez impressionnant. Il y a une autre personne qui est comme ça, que j'ai eu la chance de rencontrer aussi, c'est Michel Authier, le concepteur des arbres de connaissances, qui lui considère même que l'idée qu'on peut avoir ne nous appartient même pas. Voilà. À propos de citation d'ailleurs, je ne sais pas si Michel Authier en ferait une, mais lui il est assez impressionnant comme Bernard. Donc il m'a appelé. Jingo, qui à l'époque c'était un logiciel pour utiliser le concept des arbres de connaissances, qui était vendu aux entreprises, et il y avait une licence pour les écoles mais qui coûtait 5000 francs à l'époque. Juste avant 2000, c'était énorme. Encore en francs, 5000 francs, et ça correspondait à tout le budget d'une classe. Donc moi je pouvais pas me permettre de l'acheter, et lui il me le propose parce qu'il avait des liens avec Michel Authier, et puis il pouvait l'avoir en prêt pendant 6 mois, le logiciel, et voilà, il m'appelle comme ça. C'est comme ça, c'est la première fois. Puis on a entretenu un lien comme ça. Et après, il se méfie. Enfin, c'est pas qu'il se méfiait de moi, c'est que moi j'étais à formation scientifique, hyper cartésienne. J'étais hyper cartésien. Je réfléchissais au système. J'anticipais tout.
Et donc, du coup, bon, il me connaissait, mais bon, il me disait, oh, il n'est pas assez dans le présent. Enfin, voilà. Et donc, du coup, on s'est rapproché petit à petit quand on a appris à se connaître. Et puis on est devenu de plus en plus proches, et puis on est devenu maintenant grands amis, quoi. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous dire, en fait, les grands principes de la pédagogie, donc lui, il parle des écoles du 3e type. Est-ce que, pour les auditeurs qui n'ont jamais entendu parler, tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? En fait, lorsque Marcel Tria est venu dans sa classe à Moussac pour filmer le envoyé spécial, il est arrivé et puis il a dit « Waouh, on a l'impression d'être sur une autre planète dans ta classe. » Et puis à cette époque-là, il sortait le film Rencontre du 3e type de Steven Spielberg. Et du coup, là est venue l'idée pour lui d'appeler ça l'école du 3e type. Alors du coup, bon, ça c'était d'où est parti ce terme, et donc j'ai dit bon, 3e type, ouais, bon, du coup ça serait quoi le 1er type, ça serait quoi le 2e type, et en fait très vite il a pu définir le 1er type et le 2e type. On va dire le 1er type, c'est l'école traditionnelle, classique, là, où l'enseignant enseigne de manière frontale, l'école classique telle qu'on la connaît. Et puis le 2e type, ça serait les méthodes plus actives, où on cherche à motiver l'enfant, mais c'est l'enseignant qui organise les situations d'apprentissage pour motiver les enfants. Et donc là, dedans, on retrouve la nouvelle formation qui existait à l'IUFM. Donc en fait, les nouvelles méthodes, en fait. Et puis peut-être aussi une partie du mouvement Freinet. Et d'ailleurs, sur les listes Freinet, de manière très naïve, je posais la question, mais finalement, c'est quoi la différence entre un institut qui sort de l'IUFM et un institut Freinet? Parce que pour moi, pour certains aspects, mais sincèrement, je ne voyais pas la différence, hormis le mouvement Freinet qui insistait sur des valeurs coopératives, l'importance de coopérer, etc. Mais moi, ça ne me suffisait pas comme différence. Bon, après, je vais pas. Donc, du coup, pour moi, le mouvement Freinet certains se situent dans le 2e type, et puis d'autres dans le 3e type. Donc, dans le 3e type, ça va être la motivation de l'enfant provient de son élan. Elle est forcément intrinsèque. Donc ça serait plus l'enfant au centre des apprentissages, en fait. C'est l'enfant au départ de ses apprentissages. Donc oui, partir des intérêts de l'enfant, de ses motivations, de ses questionnements pour répondre à tous ces questionnements et construire les apprentissages là-dessus, c'est ça? Eh ben même pas tout à fait non plus, parce que partir de l'enfant pour faire, ça reste que c'est l'enseignant qui contrôle. Ouais. C'est pas tant ça, donc c'est plutôt permettre à ce que l'enfant puisse faire, puisse entreprendre. Si l'enfant arrive avec un élan, avec un projet, qu'il puisse le réaliser. Donc, penser la classe, penser le fonctionnement de la classe, l'aménagement aussi, et l'organisation, pour que ça ne perturbe pas les autres, mais pour que chacun puisse faire et réaliser son projet, de sorte qu'il puisse développer tous ses potentiels. Donc c'est plutôt le mot-clé, c'est plutôt permettre. Permettre, d'accord. Plutôt permettre. Et alors si, en parlant de cette classification, 1er type, 2e type, 3e type, Montessori, tu le situerais où du coup? Moi je croyais que c'était le 2e, mais je me trompe peut-être. Ah oui. Ouais, 2e. Oui, complètement, puisque Montessori, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu voir, il y a un matériel, et d'ailleurs le matériel, on ne peut l'utiliser que d'une seule manière, c'est-à-dire dès que l'enfant prend du matériel, on va lui expliquer comment s'en servir. Donc déjà, là, c'est même hyper directif.
Pour moi, au sein de ce que je perçois de la méthode Montessori, on permet le choix de l'enfant de faire telle ou telle activité, ou de ne pas faire d'ailleurs, des activités qui sont présentes dans la classe. Et si l'enfant utilise tel matériel pour telle activité, il le fait de telle manière. Et l'éducateur lui montre comment faire. Et ce sont du matériel qui ont tout le temps des visées d'apprentissage. Alors que dans le troisième type, on parle plutôt d'activité et de projet. Freinet parlait de travail, Montessori parle de jeu, nous on parle d'activité. Et en fait, je nous trouve très pragmatique. On cherche à créer de la vie. On cherche à ce que on cherche l'efficacité, même si oui, on cherche l'efficacité et on a pour nous c'est la vie qui apporte l'efficacité. Donc l'idée c'est de créer un groupe le plus vivant possible où on permet le maximum de choses à des enfants qui ont des envies, qui ont de l'élan, qui ont des projets. Voilà. Même si on permet aussi à ce que l'enfant puisse ne pas faire, je veux dire, on va pas le laisser ne pas faire. On va s'intéresser à lui et on va rien s'interdire dans une classe du troisième type. Toutes les interventions d'adultes sont pensées, réfléchies et surtout analysées a posteriori pour voir s'il n'y a pas eu un impact, s'il n'y avait pas eu une meilleure intervention à faire. Mais on peut décider de ne rien faire, on peut décider d'imposer, on peut décider d'aller accompagner. Voilà, on ne s'interdit aucune intervention. Voilà. Et donc, tu as passé 12 années en classe unique, hein, c'est ça? 12 années. J'ai passé 12 années dans une école à 4 classes qui est devenue une école à 5 classes avant de passer 5 années dans une classe unique. Dans l'école à 4 et 5 classes, lorsqu'on est passé de 4 à 5 classes, toutes les classes sont devenues des classes multi-âges. C'est-à-dire, ce que j'appelle multi-âge, c'est minimum 3 niveaux. D'accord. Et donc, dans tes 5 dernières années, là, enfin tes 5 années en classe unique, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment le fonctionnement, une journée type? Alors, je pense pas qu'il y ait de journée type, elles doivent être toutes différentes, mais vraiment pour que les auditeurs puissent un peu, que ça soit un peu plus concret, qu'ils se rendent vraiment compte du déroulement d'une journée. Si tu peux nous parler de ça. Oui, donc lorsque les enfants arrivent, donc déjà, arrivée échelonnée, les enfants arrivent entre 8h15 et 9h. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est difficile de parler d'une journée type. Ça va dépendre, à chaque fois, ça dépend de l'état du groupe. À tel moment, il en est suivant la maturité du groupe, on va fonctionner de manière différente. C'est pour ça que notre fonctionnement de classe, il évolue en permanence. Nous, on parle de processus d'apprentissage, mais processus aussi dans le fonctionnement de la classe. On n'a jamais le même fonctionnement. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que on souhaite que l'enfant lise, écrive et mathématise tous les jours. Donc, soit l'enfant il a un projet. Quand il a un projet et qu'il a de l'envie, de l'enthousiasme, il n'y a aucun souci. Parce qu'à travers son projet, il va forcément avoir besoin de lire, d'écrire ou de mathématiser. Et puis on est là pour l'accompagner dans son projet pour aller plus loin. Donc là, il n'y a pas de problème. Lorsque l'enfant n'a pas de projet, n'a pas d'envie, du coup, il va s'inscrire dans un fonctionnement par défaut de la classe, dans lequel il y aura des temps ou des tâches à accomplir. Donc les tâches sont assez générales. Hein. On ne va pas travailler un objectif spécifique d'apprentissage. Ça va être, comme je disais tout à l'heure, lire, écrire et mathématiser. Donc sur l'écriture, très vite, après on a quelques techniques pour pouvoir libérer les enfants.
qui n'ont pas d'idée, mais très vite, on arrive assez facilement à ce que tous les enfants écrivent tous les jours. Dès lors qu'on ne met pas de jugement sur ce qu'ils écrivent, dès lors qu'ils peuvent le présenter, dès lors qu'on les embête, que ce soit pas trop contraignant, le travail de correction, les enfants écrivent. On arrive facilement à ce que les enfants écrivent tous les jours. Et les enfants vont forcément aussi recopier leur écrit, ne serait-ce que pour qu'ils puissent être diffusés. Donc ce travail d'écriture et ce travail de recopie, il est quotidien. Et j'ai pu constater que c'est grâce à la recopie que les enfants font le plus de progrès en orthographe. Merci d'ailleurs à Paul Le Bohec qui lui me l'avait dit. Je peinais à le croire, mais c'est au-delà de ce que je pouvais imaginer. Donc tu veux dire... À une époque, je faisais des exercices d'orthographe, et puis je lui avais dit à un stage, je lui ai dit, mais moi je trouve que les enfants ils progressent pas énormément en orthographe. Et il me dit, mais fais-leur recopier leurs textes. Ah ouais, mais des fois, je lui dis, mais les textes sont super longs. Bah, tu lui fais écrire, recopier un morceau, un bout, je sais pas, tu te débrouilles, mais il faut qu'il recopie. Et donc, l'année d'après, j'avais mis en place des pratiques pour que l'enfant puisse recopier tous les jours. Et là, j'ai été très surpris, quoi. Du coup, j'avais même plus besoin des exercices d'orthographe. Les progrès qu'ils ont fait au cours de l'année ont été monstrueux. Et voilà, donc du coup, la recopie, l'écrit, ça c'est du quotidien, du quasi quotidien. Et en maths, soit l'enfant partait sur l'idée de création mathématique, c'est encore une pratique qui a été beaucoup décrite par Paul Le Bohec, qui était aussi utilisée par Bernard Collot. La création mathématique, en gros, l'enfant part dans une création, dans un travail de réalisation d'une œuvre mathématique, donc c'est pas du dessin et c'est pas de l'écrit, c'est des mathématiques. Donc avec des chiffres, des symboles, des points, des lettres, faire quelque chose qui a du sens mathématique. Donc j'ai beaucoup exploré ce travail qui plaisait bien aux enfants. Et à côté de ça, j'avais des fichiers de lecture et des fichiers de numération qui assuraient une progression dans des apprentissages, on va dire, de base. Donc là, j'utilisais les fichiers de lecture Freinet, les fichiers de lecture de numération Freinet, et les enfants s'y référaient lorsque... non, même pas. J'étais pas arrivé. De toute façon, j'étais dans l'éducation nationale. Hein. Là, aujourd'hui, dans les écoles alternatives privées hors contrat, on commence à imaginer pouvoir aller plus loin. Mais là, dans l'éducation nationale, j'avais encore mes fichiers de numération. Peut-être pas forcément les fichiers de lecture, parce qu'en lecture, j'avais plus besoin. Mais j'avais besoin encore des fichiers de numération en complément des créations mathématiques. Et les enfants... fichiers étaient personnalisés. Oui. Et les enfants allaient chercher, je ne sais pas, la fiche 42 dans ce fichier parce que ils avaient un problème et la fiche 42 allait pouvoir les aider à le résoudre, ou ils devaient les faire quand même de manière systématique? Alors, non. Lorsque les enfants ont un projet, et là, du coup, on retomberait très vite dans le deuxième type. Bon, même si évidemment, l'utilisation des fichiers correctifs, c'est pas du troisième type, mais c'est quoi le troisième type? Encore une fois, je dirais plutôt le troisième type, c'est permettre à ce que l'enfant puisse faire ses projets. Ça ne veut pas dire que c'est, y a rien d'autre dans la classe. Mais en clair, quand un enfant a un projet, on va pas essayer de lui greffer des trucs, tiens, ça me fait penser à tel exercice, telle fiche, etc. Non, on va l'accompagner dans ses projets, et c'est cet accompagnement, du coup, qui va le faire utiliser des notions mathématiques, ou français, etc., ou scientifiques, etc. Donc non, les fichiers qu'on avait, la plupart de mes collègues qui fonctionnent comme ça utilisent encore, c'est des fichiers progressifs où l'enfant avance à son rythme et là où il en est. Donc il y a certains enfants qui adoraient, d'autres moins, d'autres il fallait même certaines fois imposer à certains enfants. Mais après, c'était à voir en fonction de chaque cas, parce que si l'enfant se développait énormément avec les créations mathématiques, c'était pas la peine non plus qu'ils avancent dans le fichier
la numération. C'était un outil dont on avait besoin, et aujourd'hui on en a encore besoin. On a encore besoin, parce que l'efficacité des créations mathématiques, qui est réelle, hein, mais pour l'instant ne nous permet pas d'abandonner ces fichiers de numération qui sont très 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 bien faits du mouvement Freinet, puisqu'il n'y a aucune consigne sur ces fiches. D'accord. C'est pas la même chose que les méthodes automatiques. Ah non. 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 D'accord. Non, on pourrait même considérer les fichiers de numération comme chaque fiche étant à elle seule une création mathématique. Donc le côté recto de la fiche, on peut le voir comme une création mathématique. Pourquoi? Parce qu'il y a des signes mathématiques dessus, et on demande à l'enfant à chercher à faire du lien, à comprendre comment ça marche, pourquoi là c'est écrit là, et ça il y a ça à côté. Hein. Et une fois qu'il a compris comment ça marche, de l'autre côté, il fait la même chose, il complète ce qui manque de l'autre côté. Donc il faut avoir fait des liens mathématiques. Ok. Donc, dans le déroulement d'une journée, est-ce que tu as décrit un peu tout? Tu voulais rajouter quelque chose par rapport... peut-être... allez, je vais parler d'un fonctionnement. Encore une fois, j'insiste sur le fait que les fonctionnements ne sont pas figés et ne doivent pas être appliqués à la lettre. Je me rappelle d'une personne qui avait voulu, après avoir visité ma classe, qui avait voulu appliquer exactement le fonctionnement que j'avais. Du coup, dans sa classe, elle avait fait le même, sauf que moi, mon fonctionnement était adapté au groupe à tel moment, avec telle histoire aussi, tel passé. Elle l'avait fait, et puis ça n'avait pas du tout fonctionné. Hein. Et du coup, elle avait même démissionné de l'éducation nationale au final. Donc du coup, apprendre avec pincette les méthodes, etc. D'ailleurs, on prône la non-méthode, la recherche constamment. Mais bon, je comprends qu'il faut des choses sur lesquelles un peu s'appuyer pour percevoir un peu. Donc je peux parler d'un fonctionnement que j'ai utilisé à un moment donné, qui vient de moi en fait, hein, et des échanges qu'on a avec les collègues, hein, sans lesquels d'ailleurs j'aurais jamais pu avancer et aller aussi loin, parce que c'est très difficile de le faire si on reste seul dans son coin. L'un des fonctionnements, c'était les 4 temps, j'avais appelé ça, qui a fait suite à des remarques de parents. J'écoutais beaucoup les parents parce qu'à chaque fois c'était le bon sens qui arrivait, des questions anodines. Et à un moment donné, je demandais beaucoup aux enfants de créer des maths, de l'écrit, de la peinture, mais tout le temps dans la création. Et c'est une artiste, un parent d'élève, une artiste qui m'avait dit, mais tu sais, les artistes, les créateurs, on a besoin de temps où on se nourrit, en allant voir des musées, en lisant, etc., de faire autre chose que des activités créatives. Et du moment, tout ça, et on a discuté, on a échangé avec d'autres parents, et on est arrivé à l'idée qu'il faut des activités créatives, mais il ne faut pas que ça. Et il faut se nourrir. Et puis il y avait cette idée de lecture, l'apprentissage, l'importance que nos enfants, comme il faut qu'ils lisent tous les jours, l'apprentissage. Et donc on avait mis un temps comment on avait appelé ça, pêche aux informations. À chaque fois, hein, ça c'est des termes d'enfants, mais bon, comme on discute, on élabore aussi avec eux l'organisation au sein des réunions quotidiennes. Du coup, j'en avais fait part, et quand j'ai évoqué cette idée, l'idée de pêche aux informations était revenue. Bon, pour plein de raisons, hein, parce que donc l'idée, le matin, le premier temps, c'était pêche aux informations. Les enfants allaient lire, allaient se documenter, allaient lire les messages des autres classes, les journaux des autres classes, bref, allaient se nourrir. Et l'enfant, donc là, c'était un gros temps de lecture, mais au sens très large. Pêche aux informations. Après, on avait la réunion, et après, on avait le temps de création. Donc, c'est là où ils écrivaient, c'est là où ils faisaient des créations mathématiques, c'est là où ils créaient de la peinture. Ils pouvaient tout faire, en fait, ils décidaient ce qu'ils faisaient, mais ça devait forcément être une activité créative, comme par exemple la construction d'une œuvre avec des caplats. C'est une activité créative. En début d'après-midi, on avait un temps d'entraînement. C'est au cours de ce temps que les enfants recopiaient leur écrit. C'est là aussi où ils utilisaient des activités d'entraînement qu'on avait sur les ordinateurs, ou
on s'entraînait. Donc là, on était plus sur des apprentissages spécifiques. Et puis le 4e temps, c'était un temps où, et uniquement dans ce temps, où on permettait les activités récréatives. Parce que le problème, c'est que si on dit aux enfants, on aménage un environnement, une classe très riche, avec plein d'outils, etc., et puis on leur dit, faites ce que vous voulez. Eh bien, si on a des activités qui sont suffisamment intéressantes, bah, du coup, on va être attiré par celles-là. Parce que c'est facile, parce qu'on n'a pas à se creuser, même si on apprend des choses, mais on va développer. Les enfants, j'avais constaté qu'ils allaient énormément vers les activités qu'on avait appelées récréatives, qui peuvent être très intéressantes au niveau des apprentissages, mais qui ne faisaient pas appel à une partie du cerveau qui allait dans la créativité. Et donc, du coup, c'est pour cette raison qu'on a mis en place ces 4 temps. Mais dans ce 4e temps, les enfants pouvaient tout faire, pouvaient reprendre leur activité créative, commencer le matin, pouvaient... Voilà. Donc, permettait ces activités récréatives, comme par exemple le fait de faire un pulse, ou le fait de faire du calcul mental sur ordinateur. Pour tout ça, c'est des activités récréatives. D'accord. Je ne sais pas si je suis clair, mais l'objectif, ce n'est pas forcément d'être clair pour décrire une journée type, parce qu'il ne faudrait surtout pas appliquer oui, ce que j'ai bien compris, c'est que ce n'est pas une méthode à appliquer à la lettre. Toi, tu fonctionnais comme ça, mais il y a plusieurs possibilités, en fait, en fonction du groupe classe, en fonction de notre personnalité aussi, j'imagine, en fonction de qui on est. Enfin, voilà, il y a peut-être des invariants quand même, mais ce n'est pas une méthode au sens où chacun va fonctionner un petit peu différemment. Si je comprends bien. Et surtout, qui va remettre en question son fonctionnement, qui va voir les effets produits par son fonctionnement, qui va voir le comportement des enfants, qui va tenter qui va devoir définir des problématiques, parce que ça fonctionne jamais parfaitement. Donc, il y a l'importance de définir des problématiques, des problèmes, pour pouvoir trouver des solutions. Et donc, du coup, ça va passer par la modification du fonctionnement ou de l'organisation de la classe. Et si possible avec les enfants. D'accord. Et j'aimerais juste te poser une question par rapport à l'orthographe quand tu disais que les enfants recopiaient leur texte. Donc la première fois, ils écrivaient un texte. Est-ce que l'adulte corrigeait quand même avant que l'enfant le recopie? Quand tu dis on fait des progrès en orthographe, donc c'est que l'adulte corrigeait. Ah oui. Oui. Ah oui, l'importance de ne pas recopier des écrits qui comportent des erreurs d'orthographe. Et par exemple, sur la correction orthographique, souvent on voit le truc assez classique qui est l'enseignant souligne là où il y a des erreurs. En rouge en plus. Mais même, peu importe, en bleu, peu importe. Mais le fait de souligner des erreurs, l'enfant, il a écrit son texte, il a écrit ses mots en faisant telle erreur. Et en plus, après, on va lui demander de regarder son erreur puisqu'on va lui souligner. Forcément, il va ancrer cette graphie. Et donc, du coup, ça va pas l'aider à faire des progrès. Donc, ce qu'il faut qu'il voit, c'est la bonne graphie. Donc, le plus simple à faire, même si on faisait pas toujours comme ça, après, on peut discuter des détails, je peux en parler des heures, mais l'idée, c'est qu'effectivement, l'enseignant corrige. Donc, tu recopiais le texte dans son intégralité. Sur une autre feuille, tu recopiais tout. Ou non. Non. Tu recopiais au-dessus du mot mal orthographié, tu recopiais le mot bien orthographié. Voilà, oui. Oui, d'accord. Oui, le principal, c'était que l'enfant voit la bonne orthographe et après recopie son texte en entier une fois que toi, tu avais mis la bonne orthographe. Voilà. Et puis, dans son texte, parce que c'est intéressant aussi le fait que l'enfant, lorsqu'il recopie, qu'il puisse galérer à recopier parce qu'il n'a pas bien écrit ou parce que c'est compliqué, lui-même il s'y retrouve pas. Et c'est important qu'il en prenne conscience. Parce que si on recopie tout à côté, non. Oui, d'accord. Et j'aimerais bien enchaîner en te demandant, pour toi, de quoi un enfant a besoin pour bien grandir, s'épanouir et se construire. De quoi un enfant a besoin? Moi, ta question me renvoie à l'un des rôles essentiels pour moi de l'adulte, qui est de le rendre autonome et responsable. Donc en fait, c'est pas forcément que l'enfant il a besoin de quelque chose,
c'est que nous, on doit lui permettre de devenir autonome et responsable. Je dis ça parce que c'est rarement, c'est jamais même l'enfant qui s'empêche de devenir autonome ou responsable. Souvent on dit, oh, l'enfant il n'est pas autonome. Mais c'est pas que l'enfant n'est pas autonome, c'est qu'on ne lui a pas permis d'être autonome et responsable. Et pour que l'enfant puisse être autonome, déjà, il ne faut pas que l'adulte fasse ce que l'enfant peut faire. Il ne faut pas que l'adulte prenne en charge ce que l'enfant peut prendre en charge. Donc mettre un environnement en place pour que l'enfant puisse exercer son autonomie, enfin faire, voilà, s'il est capable de le faire, c'est à lui de le faire, pas à l'adulte. Voilà, lui donner de plus en plus le choix, lui donner de plus en plus de la liberté de faire, mais sans prendre en charge les responsabilités qui vont avec. Donc, du coup... tu auras un exemple précis, s'il te plaît? Les enfants, je sais pas, un enfant qui apprend à lasser ses chaussures, qui apprend, pour qu'il apprenne, il faut qu'il fasse, il faut qu'il soit en situation où à un moment donné, il sait pas faire et il va falloir qu'il fasse pour petit à petit apprendre. Si l'instit, l'adulte, le parent fait à sa place, mais ne serait-ce que les parents qui amènent leurs enfants à l'école et puis qui portent leur cartable. On en voit plein. Là, on l'aide pas en fait. On freine même. C'est comme si le parent, inconsciemment évidemment, mais l'empêchait, mais quelque part, souvent c'est ça. Il veut pas. Il n'a pas trop envie de le voir qu'il grandisse trop vite. Donc du coup, on met un grand frein à l'autonomie. Un autre exemple, c'est lorsqu'on dit justement aux enfants, je vois ça dans certaines écoles privées, où on laisse les enfants faire ce qu'ils veulent. En classe, tu veux dire? En classe. Oui. Mais du coup, du coup, on leur dit, en fait, on leur donne la liberté totale, mais on leur donne pas la responsabilité en même temps de ses apprentissages. Si l'enfant, non, je trouve. T'as pas d'exemple? J'ai l'impression que je suis pas clair. Moi, ce que tu dis, ça me fait penser à une phrase que j'ai souvent lue de Maria Montessori. La liberté va de pair avec la responsabilité. En gros, un enfant qui, par exemple, tu lui donnes la liberté, mais il l'utilise mal ou au détriment des autres, du coup, tu vas un peu réduire sa liberté, puisque la responsabilité n'est pas là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, là, quand tu dis vis-à-vis des autres, j'entends dans le domaine du vivre ensemble. C'est-à-dire, on lui donne la liberté, et dès lors qu'il ne dérange pas les autres, ça va, et sinon, on la lui retire. C'est ça? Oui, mais après, on pourrait aussi parler de la liberté face aux apprentissages, tu vois. S'il utilise son temps à bon escient, ou il y a plusieurs formes de liberté, j'imagine. Oui, voilà. Nous, on a, tu parlais des invariants tout à l'heure, l'un des points les plus importants pour nous dans l'école du 3e type, dans le cours, je dirais même pas l'école du 3e type, je vois même pas comment on peut faire autrement, en fait. Si on n'a pas une réunion quotidienne dans la classe. Comment l'adulte peut parler aux enfants? En fait, c'est terrible, mais des fois, il parle pas, en fait. Il leur parle pas. Ça peut... L'adulte ne parle pas aux enfants? Oui, à part des consignes, quoi, des consignes scolaires. Mais sinon, leur parler pour apprendre à les connaître... souvent, ça peut arriver qu'un professeur des écoles ne parle pas à ses élèves de la journée. Alors, oui, mais je dirais même, non, mais même pour donner des consignes, à partir du moment qu'il donne des consignes sans être dans une réunion, ça veut dire qu'il prend le pouvoir, on est d'accord. Il s'octroie le droit de parler à tout le monde, alors qu'évidemment, aucun autre enfant ne peut le faire. Donc là, du coup, il s'octroie le pouvoir. Mais en s'octroyant le pouvoir, du coup, il ne le donne pas à l'autre. Mais
L'enfant, il ne va pouvoir grandir, il va pouvoir devenir autonome et responsable que s'il a du pouvoir. Et c'est en utilisant ce pouvoir, la manière dont il va utiliser ce pouvoir, c'est comme ça qu'on va pouvoir, que d'une part, il va pouvoir développer sa responsabilité et qu'on va pouvoir voir où il en est dans son autonomie et sa responsabilité. Mais si on ne lui en donne pas, du coup, l'enfant va forcément tout le temps rester comment dire, passif, dans l'état docile, soumis, enfin l'état entre guillemets enfant, mais pour moi c'est pas ça un enfant. Hein. Oui. L'état, mais du coup, c'est pas que l'enfant il a besoin de quelque chose pour être autonome et responsable, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour le lui permettre, pour ne pas l'empêcher de l'être. Et le pouvoir, c'est quelque chose dont il est important d'en parler, et important d'en prendre conscience. Pour moi, l'adulte doit penser à donner de plus en plus de pouvoir à chacun, à l'enfant, et aussi au groupe, et voir comment le groupe, mais aussi l'enfant, hein, va saisir comment il va utiliser ce pouvoir. Et c'est là où on voit, soit il l'utilise en étant responsable, du coup super, tac, du coup l'adulte là, pour moi je l'encouragerais à donner encore plus de pouvoir puisqu'il a été capable de le gérer. À l'inverse, si, quand je dis il, hein, ce soit l'enfant ou le groupe, s'il n'arrive pas, s'il fait n'importe quoi avec ce pouvoir qu'il a, bah, du coup, il va falloir que l'adulte le reprenne. Pour ça, l'adulte ne peut pas être dans le laisser-faire. Il doit ajuster le pouvoir que lui prend en fonction de ce que l'enfant ou le groupe peut faire. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. C'est super intéressant. Et j'allais dire, la liberté, finalement, c'est qu'une conséquence de ça. C'est que finalement, on devient libre quand on a du pouvoir et de la responsabilité. Ouais. Enfin, on est responsable de soi, j'entends. Hein. On est responsable on assume, on est responsable de ce qu'on fait. Voilà, mais la liberté, il faut pas qu'elle soit donnée par défaut. C'est pas oui, moi je veux que les enfants ils soient bien, ils soient épanouis, donc du coup oui, on n'a qu'à leur donner de la liberté. Non, la liberté c'est qu'une conséquence. Oui, je vois bien. Mais encore une fois, l'enfant il n'a pas besoin de quelque chose de spécial pour l'être parce que il apprend ça et d'ailleurs on le voit. On voit où il en est. Tu demandais des exemples. En fait, j'en ai plein. Des exemples, notamment à la réunion quotidienne, lorsqu'on va discuter donc de quoi des projets qu'on va avoir, des projets qu'on va faire dans la journée, des projets peut-être à plus long terme, ou de la résolution des conflits qu'il puisse y avoir. Du coup, on va discuter. Et rien que là, on va voir qui arrive à suivre les discussions, qui arrive à se mettre à la place d'un tel. Rien que dans le suivi des discussions, on voit la maturité de l'enfant et on voit si l'enfant peut, et même le groupe aussi, peut prendre en charge certaines choses. Et donc, en fait, l'adulte, il compense avec ce que l'enfant ou le groupe ne peut pas prendre. Et petit à petit, il y en a de moins en moins. C'est pour ça qu'à terme, l'adulte devient inutile. Ce qui est peut-être un problème, une difficulté psychologique pour l'enseignant qui va vers ce chemin. Il faut qu'il soit prêt à ce qu'au bout, il ne serve à rien. Mais dans toute la transition, c'est un énorme boulot d'appréciation, d'évaluation, de régulation pour reprendre du pouvoir lorsqu'on a besoin, mais tout de suite, très vite, en redonner, évaluer,
Voilà. Mais la liberté, c'est une conséquence de tout ça. Je sais pas si je suis claire. Si, alors franchement, si, là, je vais le réécouter et je pense que les auditeurs aussi auront peut-être besoin de l'écouter 2 fois ou pour s'imprégner de tout ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Je trouve ça hyper intéressant et je suis en même temps très frustrée puisque on n'a pas prévu assez de temps et malheureusement, c'est l'heure que je récupère mes filles à l'école. Donc, si tu veux, je te reposerai la question après l'enregistrement, mais voilà, pour éventuellement prévoir un deuxième. Donc, on va malheureusement être obligé de conclure. C'est trop frustrant. Est-ce que je peux merci en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau. J'aurais aimé, pour terminer, te demander un coup de cœur ou un coup de gueule. Alors, mon coup de gueule, même si j'aurais préféré avoir un coup de cœur qui me vient en tête, mais le coup de gueule, ça concerne l'éducation nationale et puis le multi-âge qui est trop décrié. Bon, il est décrié par la société, la plupart des parents, des instits prônent une classe à un seul niveau. Et pourtant, on sait, et le ministère le sait, puisqu'ils ont fait des études, les travaux de Françoise Ouvrard de 1997, qui n'ont jamais été contredits, aujourd'hui ont déjà prouvé, y compris en utilisant les évaluations classiques de l'époque, qui étaient des évaluations d'entrée en 6e et en CE2, même avec les critères éducation nationale, ils se sont aperçus que les classes multi-âges fonctionnaient mieux, avaient de meilleurs résultats, sans parler des résultats, puisqu'ils n'étaient même pas évalués, tout ce qui est tout ce qui relève des compétences transversales, du comportement, etc. Mais même dans les évaluations classiques, ça a été prouvé que les classes multi-âges ont meilleurs résultats. 1997, on est 20 ans après, le ministère le sait, j'en ai discuté avec des inspecteurs d'académie, ils le savent, et puis non. Du coup, on n'en parle toujours pas, ou très très peu, et on continue de penser que les classes mono-âges sont meilleures. Donc voilà, tristesse plutôt. Ouais, tristesse. Je partage la même tristesse ou le même coup de gueule que toi. Et est-ce que tu aurais un livre dont tu aimerais nous parler ? Un livre, le premier livre de Bernard Collot, même si je conseille plutôt de lire ses derniers livres, mais le premier livre de Bernard qui s'intitulait La pédagogie de la mouche, ou l'école du troisième type, qu'il a écrit aux éditions L'Harmattan en 2003, un gros pavé vert, il était vert à l'époque, je crois qu'il était édité en jaune. Voilà, je me rappelle de ce livre parce qu'il m'a marqué dans le début de mon aventure dans l'éducation. Il m'a fallu 3 ans pour le lire, parce qu'à chaque fois, je me mettais, au bout de 2 pages, je remettais en question tout mon fonctionnement, ça remettait voilà, mon cerveau, il bouillonnait après avoir lu 2 pages. J'étais obligé de fermer le livre pour confronter ce que je venais de comprendre, de lire, de mettre ça en lien avec mes pensées, avec mon fonctionnement de classe. Et donc, du coup, il a été très très important pour moi, ce livre, puis j'ai mis beaucoup de temps à lire. Voilà. Et merci beaucoup pour ce partage. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de t'avoir à nouveau sur le podcast. Et la prochaine fois, je me méfierai. Voilà. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, mais je me méfierai par rapport au timing. Ouais. Merci. Merci Céline, au revoir. Et voilà pour ce premier podcast. Alors rassurez-vous, dans quelques semaines, voilà, nous allons refaire un deuxième. Je suis vraiment ravie qu'il ait accepté parce que j'ai encore plein de questions à lui poser. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a 2 points communs. On pourrait dire 3, mais au moins déjà 2 points communs avec Philippe. Le premier, c'est qu'il est en disponibilité depuis 3 ans. Et je n'ai pas eu le temps de lui poser des questions sur ce qu'il fait depuis 3 ans. Donc voilà, ça sera dans le prochain podcast. Et le deuxième point commun, c'est le fait qu'il ait accueilli, qu'il ait aménagé une pièce chez lui à un moment pour accueillir des enfants en dehors de l'école. Voilà, donc ça c'est le deuxième. Et puis le troisième, je pense qu'on peut le dire, c'est qu'on est tous les deux passionnés par l'éducation et que voilà, je pense qu'on continuera de chercher, de chercher jusqu'au bout. Voilà, à bientôt.